Bonjour. Un drame se joue dans la commune de Kachot, dans le Ndoukoumane. Le village de Taïba, Cœur 7, détruit par une tornade. Vox Populi, qui rapporte en première page l'information, estime que c'est la conséquence de la pluie diluvienne qui s'est abattue à Kaffrine jeudi dernier. En effet, constate le journal, presque toutes les concessions sont à terre. Le cheptel décimé, le village coupé du reste du monde. Témoignage ce matin du chef de village. Une femme a accouché, dit-il, sous un arbre en pleine nature. Intempéries, accident de la route, série de noyades. Direct Info parle de peur dans la ville. Le journal décompte plus de 20 morts en quelques jours. 5 milliards investis ou détournés sur les paratonnerres, estime pourtant le journal, qui se demande si le président Macky Sall va finir par reprendre les choses en main. Dans sa livraison du jour, le Soleil semble apporter une réponse, car il nous dit sur la voie du communiqué du Conseil des ministres que le président Macky Sall demande un audit national de tous les établissements recevant du public. Déclenchement du plan Orsec à Dakar et dans plusieurs régions complètes de son côté. Sud Quotidien, Macky à fond dans les inondations. Le drame de l'île aux Sarpents, le temps des enterrements, l'observateur déroule ce matin. La dépouille de Yaye Marie Kaba, la nièce de Maître Sidiki Kaba, attendue aujourd'hui à Tamba, enterrement prévu demain dans l'après-midi du vendredi. Témoignage aussi des parents de Serine Souaïbouba ont des gardes forestiers disparus dans le drame. Le journal relève que Saïbouba aurait pu échapper à la mort puisque le jour du drame, il ne devait pas travailler. On l'a appelé pour accompagner les visiteurs et le destin fatal lui a arraché la vie tout comme les autres. Ouvrons le chapitre de la vie avec Sainte Jeanne d'Arc, rentrée au plus tôt jour de vérité pour les filles voilées exclues de l'établissement et réintégrée à la suite d'un accord entre l'administration de l'école et le ministère de tutelle. Ce jeudi donc, elle retrouve le chemin de l'école. Le journal Source A qui s'arrête sur la nature et la durée de vie du voile autorisé par l'institution Sainte Jeanne d'Arc. Note que ce foulard est à jeter en 2020. Sur sa note que le bout de tissu a une durée de vie déterminée, non renouvelable. Pour Damouch, les responsables du QSEMS authentique, l'État du Sénégal s'est aplati face à la France et c'est tout simplement inacceptable. Affaire des 94 milliards de francs CFA, Maître El Hadji Diouf déroule le film accablant Ousmane Sonko. Selon le journal LAS, Maître Diouf veut définitivement laver son client Mamour Diallo de tout soupçon dans cette affaire. Il a projeté hier devant la presse une vidéo qui selon lui inculpe totalement Ousmane Sonko et ses acolytes. Le journal Source A parle de pièces à conviction. Le Soleil ajoute que le film ne cherche pas seulement à démonter le leader de Pastef, il soulève aussi la responsabilité sur ce dossier de Ousmane Sonko. Un document à l'appui, Libé note que Ousmane Sonko et le patron de Mercalès étaient bel et bien associés quand Sonko et Ismaël Ba fondaient Atlas. Le journal relève que le leader de Pastef est passé par la société Afex pour prendre 55% des parts après avoir donné un email à 27 pouces et une vidéo. Lors de la création de la boîte, Ismaël Ba était actionnaire à 45%. Parmi les services proposés aux clients, Sonko et associés proposaient l'optimisation fiscale ou comment payer moins d'impôts. Révélation exclusive du journal Source A ce matin, la mise à mort prochaine de l'occultisme en faveur d'un nouvel organe. Oui, le confrère nous dit qu'il y aura aussi une désignation d'un procureur spécial anti-drogue à lire dans Source A de ce matin. Chamboulement aussi dans l'armée, Macky place ses hommes, titre la Tribune. Bara Sissoko, un wadis de retour comme chef d'état-major particulier du président. Biram Diop, le nouveau Semga, chef d'état-major des armées. Jean-Baptiste Tine à la tête de la gendarmerie, titre du journal LAS. Macky intronise le duo Biram Diop, Jean-Baptiste Tine. Portrait dans l'observateur de Ahmed Khalifa Niasse, le plus grand diviseur commun, titre le confrère. Inventaire de 50 ans de position controversée. Le confrère nous dit qu'à 73 ans, Ahmed Khalifa Niasse n'en a pas fini de choquer l'opinion publique sénégalaise. Une manière pour lui d'entrer dans l'histoire. Quid de Ibader Thiam, le coordonnateur de l'histoire générale du Sénégal? Le quotidien nous dit que Ibader Thiam est un homme sans histoire, lui aussi. Professeur Ibader Thiam, historien de formation, homme politique. Son parcours élogieux, entaché par la polémique née de la publication des premiers tomes de l'histoire générale du Sénégal. À lire à la page 3 du journal Le Quotidien qui a dressé un portrait pour vous. Dans Point de vue, nous discutons aujourd'hui de l'audit qui a été demandé hier par le chef de l'État, audit de tous les établissements recevant du public relativement à la sécurité civile. Pour en parler, nous avons en ligne d'ores et déjà Mohamed Nabi Khan, architecte. Monsieur Khan, bonjour.
Oui, bonjour. Et dans un instant, nous serons en contact également avec Bruno Derneville, vice-président de l'Association des bureaux de contrôle et membre de l'Association sénégalaise de normalisation. Mais d'abord, M. Mohamed Nabikan, quelle est votre réaction après cet appel du chef de l'État à un audit des établissements recevant du public? Quel type d'établissement, de quel type d'établissement parlons-nous là? Oui, merci beaucoup de l'invitation. Donc, je salue l'ensemble de vos auditeurs, ainsi que l'ensemble du peuple sénégalais. Tout d'abord, je tiens à présenter mes condoléances, en tout cas aux différentes familles qui ont eu à subir des désagréments durant cet hivernage. Bon, en réalité, quand on parle des établissements recevant du public, c'est tous les établissements dans lesquels des personnes peuvent se rassembler, que ce soit public comme privé. C'est-à-dire que ça soit payant ou non, et que ça soit comme des bâtiments ou des enceintes. C'est-à-dire dès l'instant que les gens peuvent se regrouper quelque part, on peut le classer dans les événements recevant du public. Alors, ce qui veut dire tout simplement que cette décision vient à l'heure. Là, aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de problèmes par rapport aux ouvrages. Alors, je pense que le fait d'auditer l'ensemble des établissements recevant du public, ça veut dire on peut classer les hôpitaux, on peut classer aujourd'hui tous les établissements tels que les tribunaux, on peut classer les dancing, les boîtes de nuit à titre privé, et tous ces établissements-là donc sont classés dans ce cadre-là. Autrement dit, nous parlons de milliers, voire de dizaines de milliers d'établissements. Ah oui, c'est pas seulement les hôpitaux, en tout cas partout où des gens peuvent se rassembler sont considérés comme étant des établissements recevant du public. Comment se passerait un audit d'une telle ampleur? Comment verriez-vous le travail des auditeurs? De quoi s'agirait-il? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Quelles sont les obligations de ces établissements à minima? On ne peut peut-être pas tout citer, mais à la base, qu'est-ce qu'un établissement recevant du public doit offrir comme sécurité? Oui, en réalité, il faut dire que, je le dis tout le temps, qu'au Sénégal, nous avons des textes qui sont très bien faits. Aujourd'hui, il reste tout simplement à les faire appliquer. Dans ces pays-là, nous avons des professionnels qui sont formés dans les meilleures écoles du monde et dans tous les domaines. Partout où vous allez voir que les Sénégalais sont dans des universités quand même qui sont les plus réputées, et dans chaque domaine, nous avons des spécialistes. Laissons faire les techniciens. C'est-à-dire ce qui est courant dans ce pays-là, c'est tout simplement que chacun veut dire tout faire, alors que nous avons des professionnels, nous avons des architectes qui ont le devoir, en tout cas qui ont pour mission de concevoir les établissements, de travailler avec les bureaux de contrôle et les bureaux d'études, et afin de pouvoir livrer des ouvrages de qualité, mais des ouvrages sûrs. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, comme dans plusieurs domaines, ceux qui interviennent dans ce domaine-là ne maîtrisent pas la chose, et pourtant, les permis de construction sont délivrés. Sur la base de quoi? Comment est-ce qu'ils sont délivrés? Je pense qu'il y a déjà, avant de regarder en tout cas les bâtiments et les ouvrages qui existent, c'est d'abord de voir les conditions de délivrance des procédures et les conditions de délivrance de ce permis de construire-là. Alors, expliquez-nous, normalement, quand quelqu'un a un projet d'établissement accueillant du public, un dancing, un marché privé, un centre commercial, pour obtenir le permis de construire, il constitue un dossier. Et dans ce dossier, normalement, il doit y avoir un minimum d'éléments qui garantissent a priori que les conditions de sécurité seront assurées, notamment en termes d'évacuation en cas de problème, le paratonnerre, le parafoudre, etc. Est-ce que c'est ça le process? Oui, en fait, dès l'instant que le process, c'est le règlement qui dit que tout bâtiment ou tout ouvrage que quelqu'un doit concevoir, ça doit passer par un architecte. Et l'architecte, en fait, conduit le projet et indique au client la procédure à suivre. Et l'architecte, avec l'équipe qui doit l'accompagner, c'est-à-dire les ingénieurs dans tous les domaines, bien évidemment, que ce soit les ingénieurs en génie civil, les ingénieurs de sécurité, etc., travaillent pour que le projet soit un projet de qualité et un projet sûr. Et après cela, le dossier il est déposé au niveau des services de l'urbanisme qui sont chargés
bien sûr, là, de vérifier les conditions pour lesquelles ils vont délivrer le permis de construire. Mais avant cela, si par exemple, par rapport aux bâtiments recevant du public, il y a au niveau de ces services-là un contrôle qui doit se faire. Et ce contrôle-là, ce contrôle doit se faire, et je pense que c'est toutes ces procédures-là qu'il faudrait regarder aujourd'hui pour que tout établissement que les gens font puisse respecter un certain nombre de règlements et de normes. Mais en attendant que cet audit soit réalisé et que les conclusions soient déposées sur la table du président, voire rendues publiques, quels sont les problèmes qu'on peut pointer aujourd'hui, tant dans les bâtiments déjà finis que dans le processus que vous venez de décrire? Pourquoi, malgré le fait que les compétences sont là, les textes sont là, les institutions sont là, on continue à avoir des problèmes de ce type-là? Oui, mais c'est ce que j'ai dit, c'est comme sur la route, on voit des gens qui n'ont pas de permis, qui conduisent, etc. Donc, je pense que c'est l'application aujourd'hui strictement des lois dans ce pays-là. Je pense que c'est sur ça qu'il faut aujourd'hui que les professionnels se battent pour que les lois soient respectées. Nous avons les meilleurs textes aujourd'hui actuellement, mais le gros problème, c'est que les professionnels soient utilisés dans leurs compétences pour pouvoir faire le travail, en tout cas pour lequel ils ont été formés. Aujourd'hui, quand on se rend compte qu'au niveau des marchés, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, quand on rentre dans un marché, il y a un minimum au niveau d'un marché, les bouches d'incendie. Mais quand vous comptez le nombre de marchés qui ont des bouches d'incendie, je pense qu'il y a quelques années, lors de la catastrophe du marché HLM, l'ancienne ministre avait dit de faire un audit de l'ensemble des marchés pour que les marchés puissent disposer de bouches d'incendie. Mais au bout de quelques temps, c'est laissé lettre morte aujourd'hui et que les marchés continuent à fonctionner et que dès qu'un marché brûle, on a d'énormes difficultés pour éteindre les incendies. Tout simplement parce qu'il y a un contrôle qui doit se faire. On ne doit pas toujours être derrière les catastrophes. On doit quand même, il y a un rôle là qui doit être quand même ce rôle de prévention, ce rôle de garantir quand même la sécurité des populations, parce que les textes existent et on peut les faire. Mais l'ensemble aujourd'hui des marchés, par exemple, on se rend compte comment est-ce que les marchés sont congestionnés, comment est-ce qu'on peut construire n'importe où des cantines, comment est-ce qu'au-dessus même des canaux de Dakar, les mairies sont en train de construire des cantines au su de tout le monde. Personne ne dit rien. Il va falloir qu'on attende qu'il y ait un affaissement de ces cantines-là dans les canaux pour que les gens commencent à dire Dogoluyala. Et c'est comme ça, c'est facile. Tout le monde va dégager ses responsabilités en disant Dogoluyala. Et tout le monde voit aujourd'hui que les communes sont en train de construire sur des canaux. J'ai vu ce matin dans la presse que l'IPRES, par exemple, vient de lancer un appel d'offres pour la fourniture et l'installation de paratonnerres juste après les événements qui sont produits. Bien sûr, c'est une démarche certainement appréciable, louable, parce qu'au moins, c'est une réponse immédiate à une situation, mais ça illustre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on réagit, on est réactif et pas proactif. Alors, quelles sont vos anticipations en tant qu'architecte, sur d'éventuels résultats de cet audit? Je ne vous demande pas de faire de la spéculation, mais bon, à l'évidence, les résultats seront relativement catastrophiques. Les conclusions vont nous écarquiller les yeux. Alors, en termes d'anticipation aussi par rapport aux mesures qui devront être prises pour normaliser la situation, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les bâtiments, les établissements accueillants du public soient mis aux normes? Voilà, enfin, je pense que c'est une bonne chose. Alors, à titre d'exemple seulement, quand on regarde les anciens hôpitaux, tels que l'hôpital principal ou l'hôpital de Dantec, quand vous regardez bien que le système de sécurité a été géré, c'est-à-dire dans les années, on va dire même avant les indépendances, et que comment est-ce qu'aujourd'hui, nous reculons en termes de sécurité. Ça veut dire que quand il n'y avait pas beaucoup de monde, quand il n'y avait pas 15 millions d'habitants au Sénégal, quand même les conditions de sécurité étaient assurées. Aujourd'hui, quand on regarde même les grands bâtiments, les IGH, ce qu'on appelle les immeubles de grande hauteur, aujourd'hui, quand on rentre dans certains immeubles, on se rend compte même qu'il n'y a même pas d'évacuation pour le public en cas d'incendie.
Et ça, c'est encore plus grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a un incendie qui se déclare à un certain niveau sur ces immeubles de grande hauteur, nous avons des problèmes pour évacuer en temps les occupants. Et ce n'est pas seulement en termes d'évacuation, mais en termes de matériaux. Il y a des matériaux qui doivent aujourd'hui résister au feu pendant 2 heures pour permettre en tout cas au moins la protection civile d'arriver à temps, pour permettre aux pompiers d'arriver à temps. Mais si aujourd'hui une dalle s'effondre parce que tout simplement la dalle n'a pas pu résister au feu pendant 2 heures, vous voyez toute la catastrophe que ça peut faire. Bon, à mon avis, je pense que cette étude-là est nécessaire et peut-être permettra aujourd'hui de corriger ou de compléter. Il y a certaines choses qu'il faudrait corriger, d'autres qu'il faudrait compléter pour pouvoir quand même mettre en sécurité quand même le peuple sénégalais. La plupart du temps, enfin le bas peuple, la plupart du temps, qui ignore complètement ces choses-là et qui va complètement se mettre en danger tout le temps. En tout cas, merci infiniment à vous, Mohamed Nabi Kane, architecte. Je rappelle que nous devions également être avec Bruno Derneville, mais nous avons eu des problèmes techniques pour entrer en contact avec lui. Nous ne désespérons pas de l'avoir à point de vue dans la version Wolof dans quelques minutes. À 12h45, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi.